Marie-Aurore Lucienne Gagnon est née le 31 mai 1909 à San Filomena de Fortierville, un petit village situé près du fleuve Saint-Laurent, à environ 90 km de la ville de Québec au Canada. Elle est la deuxième des 5 enfants de Téléphore et Marie-Anne Gagnon. À l'époque de sa naissance, l'économie canadienne est en pleine croissance et l'industrie agricole connaît une augmentation importante de sa production. C'est une industrie très importante pour le pays, car dans la première partie du XXe siècle, le gouvernement encourage les ressortissants des pays européens à venir au Canada pour travailler non seulement dans les fermes, mais aussi pour défricher les terres et construire des routes et des chemins de fer. Cependant, la famille d'Aurore mène une vie assez simple. Leur maison était petite. Sa mère s'occupait d'elle et de ses frères et sœurs pendant que son père travaillait. Il quitte habituellement la maison très tôt le matin et ne revient que tard le soir. En 1916, la famille Gagnon se compose de M. Téléphore Gagnon, de son épouse Marianne et de leurs 5 enfants. Marie-Jean, 9 ans, Aurore, 7 ans, Lucina, 4 ans, Georges, 3 ans et Joseph qui n'a qu'1 an. Cependant, la vie des enfants change soudainement lorsque la mère d'Aurore, Madame Marianne Gagnon, est diagnostiquée comme étant atteinte de tuberculose, une maladie qui, selon les estimations, a tué un quart de la population adulte d'Europe au cours du XIXe siècle. Même en 1916, malgré les progrès de la médecine, le résultat final pour toute personne qui avait la malchance de contracter la tuberculose était généralement la mort. En raison de la gravité de son état, elle a été envoyée dans un hôpital de la ville de Québec. Le père d'Aurore s'est retrouvé seul pour élever ses 5 enfants, ce qu'il a trouvé très difficile. Pendant un certain temps, les enfants sont restés chez leurs grands-parents, qui vivaient à une dizaine de kilomètres de là, à Saint-Sophie-de-le-Voir. Mais ils sont revenus après que leur père a fait venir une autre femme pour vivre dans la maison. Elle s'appelait Marianne Hood et était la veuve du cousin de Téléphore. Elle emménage avec 2 jeunes garçons nommés Gérard et Henry George. Dès son arrivée, elle annonce qu'elle souhaite s'occuper de la maison familiale et des enfants. Cependant, certains habitants du village se méfient d'elle, car ils savent que ces 2 filles sont déjà mortes. La mort ne semble jamais s'éloigner de Marianne Hood. Le 6 décembre 1917, une autre tragédie frappe la famille Gagnon lorsque Joseph, âgé de 2 ans, meurt. Il s'est apparemment étouffé. L'enfant ne souffrait d'aucune maladie, mais le coroner ne croit pas que les circonstances entourant le décès soient suspectes. Un peu plus d'1 mois plus tard, le 23 janvier 1918, la mère d'Aurore, toujours soignée à l'hôpital de Québec, décède à son tour. 9 jours après la mort de sa femme, Téléphore épouse Marianne Hood. Bien que la population locale soit au courant des circonstances malheureuses et tragiques de Téléphore, la plupart d'entre eux sont surpris qu'il se soit marié si peu de temps après le décès de sa femme. Peu après le mariage, la mort se présente à nouveau dans la maison des Gagnons lorsque la sœur d'Aurore, Lucina, âgée de 6 ans, meurt subitement. La cause de son décès n'est pas claire, mais le coroner ne soupçonne rien de fâcheux. Par la suite, les enfants de Téléphore sont de nouveau partis vivre chez leurs grands-parents, mais ils sont revenus à l'été 1919, ses 2 filles et son fils vivant de nouveau avec lui. La vie de Téléphore devient enfin un peu normale. Il partait travailler tôt et rentrait tard, tandis que sa nouvelle épouse s'occupait de ses enfants et de la maison familiale. Bien qu'à l'époque, l'éducation soit obligatoire dans toutes les provinces, ce n'est pas le cas au Québec, où l'éducation obligatoire n'est devenue obligatoire que dans les années 1920. La fréquentation scolaire au Québec est donc bien inférieure à celle des autres provinces. Et si Aurore a la possibilité d'aller à l'école, sa présence en classe est très sporadique. Au lieu de cela, elle était gardée à la maison par sa belle-mère. Les enseignants se sont demandé pourquoi Aurore était si peu présente à l'école. Ils avaient fait remarquer qu'elle était une enfant brillante et intelligente, mais que, pour une raison quelconque, elle n'assistait que rarement aux cours. La raison pour laquelle Aurore était gardée dans la maison était qu'elle était régulièrement battue par sa belle-mère, Marianne Hood, qui ne voulait pas qu'Aurore sorte, car elle craignait que les voisins ne voient les blessures de la jeune fille et ne commencent à dire du mal d'elle. Elle a dit à son mari que sa fille devait être disciplinée et que les coups étaient une punition pour ne pas avoir fait ce qu'on lui demandait. Cependant,
Les blessures d'Aurore ont été remarquées et elle a été emmenée chez le juge de paix, un homme de la région nommé Horus Mayor. Celui-ci se rendit compte que la pauvre fille semblait avoir été traitée de manière très brutale. Il interrogea son père et sa belle-mère, et Emiliane ne nia pas l'avoir battue. Cependant, elle insista sur le fait qu'il était nécessaire de la discipliner lorsqu'elle ne se comportait pas comme elle le devait. Les pieds d'Aurore sont coupés et enflés, mais son père et sa belle-mère ont expliqué à M. Mayor que ses blessures avaient été causées par des garçons du quartier qui lui avaient jeté des pierres alors qu'elle jouait dehors. M. Mayor a parlé à Aurore seule, mais elle était très silencieuse et semblait effrayée. Elle n'a rien dit qui puisse incriminer son père ou sa belle-mère. M. Mayor a ensuite demandé au père d'Aurore de faire soigner ses blessures. Il a également fait part de ses inquiétudes au prêtre local, le père Ferdinand Masset. Téléphore et sa femme étant tous deux catholiques et fréquentant régulièrement l'église locale, M. Mayor pensait que s'il recevait des conseils du père Masset, les mauvais traitements infligés à la jeune Aurore cesseraient. M. Mayor a bien signalé à la police les mauvais traitements présumés infligés à Aurore, mais celle-ci lui a répondu qu'elle ne pourrait rien faire s'il ne déposait pas une plainte spécifique contre le père et la belle-mère de la jeune fille. M. Mayor a décidé de ne pas s'engager dans cette voie. Le père d'Aurore l'emmène chez un médecin, le docteur Lafont, pour soigner ses pieds blessés, mais en septembre 1919, une autre blessure apparaît, cette fois à la jambe. Le docteur Lafont fait transporter Aurore à l'hôpital de Québec. Il semble que sa jambe ait été brûlée avec un objet tel qu'un tisonnier, et les habitants du village savent qui a infligé cette terrible blessure à la pauvre petite fille sans défense. Une blessure si grave qu'Aurore est restée à l'hôpital pendant les 2 mois qui ont suivi. De nombreuses personnes ont vu le père et la belle-mère d'Aurore la battre. En août 1919, le mois précédant son entrée à l'hôpital, Marguerite Labouffe, qui était la cousine d'Aurore, est venue chez elle. Âgée de 15 ans, elle a vu Aurore se faire battre par sa belle-mère. La sœur de la mère décédée d'Aurore, Madame Octavia Hamil, est un autre témoin de ces brutalités. Elle avait vu sa nièce en très mauvais état lorsqu'elle lui avait rendu visite en janvier 1920, peu de temps après la sortie d'Aurore de l'hôpital. Son corps présente de nombreuses ecchymoses, et lorsqu'elle interroge Téléphore et sa femme Marianne, ils affirment qu'Aurore se comporte mal en permanence et qu'elle a besoin d'être disciplinée. Madame Octavia Hamil dit à son beau-frère qu'il devrait emmener Aurore voir un médecin. Marianne la regarde et lui dit qu'elle ne croit pas que ce soit nécessaire. Madame Axilda, l'épouse d'Arcadius Lemay, a vu la belle-mère d'Aurore la discipliner. Elle avait aussi vu les résultats des punitions sévères. Le 9 février 1920, elle eut à nouveau l'occasion d'aller voir sa voisine. Lorsqu'elle voit Aurore, elle remarque que la petite fille a des coupures et des ecchymoses sur tout le corps, ainsi que des plaies. Elle portait une robe sale et avait apparemment dormi sur une palette de paille dans le coin d'une pièce. Madame Axilda dit à Marianne qu'elle doit emmener l'enfant chez le médecin, mais Marianne répond qu'elle va plutôt chercher des pommades pour soigner les blessures de l'enfant. 3 jours plus tard, le 12 février 1920, Marianne ne parvient pas à réveiller sa belle-fille. Ne sachant que faire, elle demande l'aide de Madame Axilda Roger et du docteur Lafont. Le prêtre, le père Massé, est également contacté, ainsi que le juge de paix, M. Horus Mayor. Le docteur Lafont constate que l'enfant qui souffre depuis longtemps est dans un coma profond et qu'il ne peut rien faire pour l'aider. Un message est envoyé au père de la fillette, qui travaille dans les bois. Il revient à la maison en fin d'après-midi et, à 19h, sa fille Maria Lucien Gagnon rend son dernier soupir et meurt. Le lendemain, vendredi 13 février 1920, une autopsie a été pratiquée. Elle est réalisée dans l'église locale par les docteurs Albert Marois et Lafont, ainsi que par le coroner, le docteur William Jolicoeur. Ils découvrent environ 54 blessures sur son corps qui ont été infligées par des instruments contondants sur une certaine période de temps. Elle avait du sang sur le cuir chevelu, ainsi que du pus provenant d'infections. Sa cuisse gauche était très enflée, et la peau de ses mains et de ses poignets avait été arrachée jusqu'à l'os. Le docteur Wilfred Theron a également effectué un examen toxicologique. Il a constaté que le corps de l'enfant était empoisonné par la septicémie.
Les funérailles de Maria Lucien Gagnon ont lieu le lendemain, le samedi 14 février 1920. De nombreuses personnes assistent à la cérémonie, dirigée par le père Ferdinand Massey. Monsieur Telford se tient debout dans le froid, regardant la tombe de sa fille. En quelques années, il a perdu sa femme et 3 de ses 5 enfants. Après les funérailles, les agents de police Loreto Cure, Vera et Butchart ont arrêté Madame Marianne Hood et Monsieur Telford. La police poursuit ensuite son enquête sur la mort de la pauvre Maria Lucien Gagnon. Elle interroge des amis et des voisins, ainsi que les enfants survivants de Telford Gagnon. Madame Marianne Hood et Monsieur Telford Gagnon sont alors accusés de meurtre. Il a été décidé qu'ils seraient jugés séparément et, le 16 février, ils ont tous deux comparu à une audience préliminaire et ont plaidé non coupables. Cependant, le juge décide de ne pas les libérer et de les maintenir en prison pendant que l'enquête se poursuit. Le 18 mars, après la présentation de toutes les preuves, le juge ordonne que le procès des 2 accusés commence en avril. Le procès de Marianne Hood se déroule en premier et débute le 13 avril 1920 devant le juge Louis-Philippe Letier. L'accusation a pu produire des témoins qui ont tout vu l'accusé frapper l'enfant décédé. La plupart d'entre eux ont vu cela se produire à plusieurs reprises. Les preuves contre Marianne Hood sont assez accablantes, mais la défense a sa propre stratégie, et au lieu de nier les accusations, elle insiste sur le fait que l'accusé n'a agi de la sorte que pour des raisons de démence provoquées par la grossesse. Les médecins s'accordent à dire que les grossesses ont affecté le comportement de Marianne Hood. Néanmoins, le 21 avril 1920, elle est reconnue coupable de meurtre et le juge la condamne à mort. Sa pendaison est prévue pour le 1er octobre de la même année. Le procès de M. Telford s'est ouvert 2 jours plus tard, le 23 avril. Une fois de plus, des témoins ont raconté à la cour comment l'accusé avait battu sa fille à de nombreuses reprises. Cependant, la défense affirme qu'il n'a fait cela que parce qu'il a été complètement manipulé par sa femme et que seule Marianne Hood est responsable de la mort de la jeune Aurore Gagnon. La défense a fait valoir que Telford travaillait très dur, passant la plupart de ses journées loin de la maison familiale, et que lorsqu'il revenait, Marianne lui racontait parfois des choses sur Aurore qui, bien que fausses, l'amenaient à la battre. Le procès s'est terminé le 29 avril et M. Telford a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Le 4 mai, il est condamné à l'incarcération à vie. 3 mois plus tard, le 8 juillet 1920, Marianne Hood donne naissance à des jumeaux en prison. La peine capitale avait fait l'objet de nombreuses discussions au Canada. 6 ans plus tôt, en 1914, Robert Bickerdike, représentant au Parlement canadien, avait présenté un projet de loi d'initiative parlementaire demandant l'abolition de la peine de mort. Bien que la loi soit restée inchangée, de nombreuses personnes ont soutenu ces efforts, et ce sont ces réformateurs qui ont fait campagne pour l'annulation de la condamnation de Marianne Hood. Quelques jours avant l'exécution de sa peine, celle-ci a été commuée en prison à vie. Bien que Telford ait été condamné en 1920 à une peine de prison à vie, il a été libéré 5 ans plus tard pour bonne conduite. Après sa libération, il est retourné dans son village et a continué à travailler dans sa ferme. Pendant son séjour en prison, il écrit fréquemment à sa femme. Marianne étant tombée très malade, elle a été libérée en juillet 1935. Les autorités ont confirmé qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle va vivre chez sa sœur à Montréal et meurt le 12 mai 1936. 2 ans après la mort de sa seconde épouse, Telford se remarie. Il meurt en 1961 à l'âge de 78 ans. La sœur aînée d'Aurore, Marie-Jean, meurt en 1986 à l'âge de 79 ans. L'histoire d'Aurore Gagnon et le procès très médiatisé de son père et de sa belle-mère sont rapportés dans tout le Québec et, en 1921, une pièce intitulée « Aurore l'enfant martyr » est jouée au Théâtre Alcazar de Montréal. Elle y sera jouée pendant les 30 années suivantes. Le succès de la pièce a conduit à la sortie d'un film en 1952 et depuis lors, de nombreux livres et articles ont été écrits sur cette affaire tragique. En 2005, un autre film est sorti, intitulé simplement « Aurore ». Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.